Enquête sur les mafias, quel pouvoir ont-elles encore? Bonjour Jean-François Guéraud. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Académie du renseignement et auteur de ce livre que je vais montrer à l'écran. Ça s'appelle « Les sociétés du silence ». C'est publié chez Fayard. Alors on va parler avec vous de la façon dont le silence structure les milieux mafieux, de ce terme même de mafia sur lequel vous revenez. Mais d'abord, j'aimerais m'adresser aux spécialistes du crime organisé que vous êtes. On parle cette semaine beaucoup du fameux vol de bijoux au Louvre. Mercredi soir, 5 individus ont été interpellés par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme. 2 autres avaient déjà été arrêtés un peu plus tôt. À voir le mode opératoire utilisé, est-ce que vous y voyez la main du crime organisé ou bien plutôt celle de Baltringue qui aurait réussi un coup énorme, pour reprendre les mots d'un autre expert interrogé par nos collègues de Paris Match? D'un strict point de vue juridique, on a affaire évidemment à du crime organisé. Mais il s'agit de phénomènes de banditisme classique, ordinaire. On est très très loin du monde des mafias, c'est-à-dire d'organisations criminelles de niveau supérieur. Dans votre livre, Les sociétés du silence, vous parlez des mafias italiennes et italo-américaines. Alors disons-nous d'emblée, ce mot de mafia, il est impropre. En réalité, elle-même ne s'appelle pas ainsi. Non, exactement. Alors, il y a tout un débat sémantique et criminologique. Aujourd'hui, dans le langage politique et journalistique, on a tendance à rendre synonymes les concepts de crime organisé et de mafia. Aujourd'hui, tout est devenu mafia dans le débat public et c'est évidemment une banalisation qui constitue une enflure sémantique qui pose des problèmes. Les mafias, ça désigne d'abord un certain nombre d'organisations criminelles de type très particulier. Ce sont les organisations criminelles qui ont une sociologie spécifique de sociétés secrètes. Alors, toutes les sociétés secrètes ne sont pas des organisations criminelles, et toutes les organisations criminelles ne sont pas des sociétés secrètes. Mais certaines organisations criminelles, et le modèle pur et parfait, c'est Cosa Nostra en Sicile et Cosa Nostra aux États-Unis, ont cette sociologie très spécifique, et cette sociologie donc, qui tourne autour du silence, du secret, donc de l'invisibilité, leur permet un ancrage, un enracinement, une pérennité dans le temps qui est tout à fait unique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il est intéressant de comprendre pourquoi le silence est un élément moteur non seulement de ces organisations criminelles de niveau supérieur, ce sont des modèles purs et parfaits, mais aussi de manière dégradée des autres phénomènes de criminalité organisée. Alors, sur le mot mafia, par ailleurs, petite parenthèse, mais l'histoire est assez amusante. C'est une pièce de théâtre, en réalité, à la fin du 19e, qui a popularisé ce mot de mafia. Oui, il y a toute une histoire du mot, du concept qui est très intéressante. Donc, pendant près d'un siècle, les journalistes et parfois les policiers, les magistrats ont appelé Cosa Nostra en Sicile la mafia. Donc, ils lui ont donné ce nom propre. Et puis, grâce au témoignage des repentis, des collaborateurs de justice, à partir des années 60 et des années 80, on s'est rendu compte que ce nom propre était un nom impropre, parce que les mafieux n'utilisent jamais ce terme. Ils utilisent un autre terme, qui est Cosa Nostra, notre chose à nous, qui est un terme très intéressant, puisqu'il désigne bien un entre-soi. Voilà. Et puis ensuite, il y a une dégradation du terme, comme je vous l'ai dit, une banalisation. On a rendu les termes de mafia, de criminalité organisée, de synonymes. Et puis dans le même temps, le modèle pur et parfait de Cosa Nostra en Sicile et aux États-Unis permet aussi de qualifier et de désigner ce que je disais auparavant, c'est-à-dire un type d'organisation criminelle particulièrement résistante ou résistante, celles qui ont une sociologie de société secrète. Alors justement, une des choses qui fait la résistance et la longévité de ces organisations, c'est le silence. Dans ces organisations, le silence tient une place essentielle. Pour quelle raison? Alors, habituellement, quand on parle du crime organisé, on traite cette question soit à travers la question de la violence, de l'intimidation, du sang, soit à travers la question de l'argent, de la corruption, de l'accumulation primitive du capital. Et à mon avis, il y avait un angle mort historique et anthropologique. Il faut toujours penser les phénomènes de criminalité organisée à travers la notion donc de silence. Alors évidemment, dans le modèle mafieux, parce que c'est un modèle qui fonctionne sur le silence, mais également pour les autres organisations criminelles. Et pourquoi c'est important? Puisque ce sont des sociétés secrètes, leur objectif permanent, c'est de demeurer invisibles. Donc elles imposent en effet à leurs membres une règle d'omerta, de silence pur. Nous n'existons pas et vous ne parlez pas de vos activités criminelles. Et elles font tout pour que vis-à-vis de l'extérieur, elles n'apparaissent jamais. La meilleure image, c'est celle du sous-marin et du périscope.
elles savent que pour être et durer, il faut passer sous les radars de l'attention politique, de l'attention journalistique et de l'attention judiciaire. Parce qu'elles ont intériorisé depuis très longtemps quelque chose qui relève de la maturité et de l'intelligence rusée, de la métisse grecque, c'est qu'en définitive, on ne combat pas ce qui n'est pas censé exister. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que ces codes, cette omerta dont vous parlez, les mafias, alors je reprends ce terme, mais les mafias ne l'ont pas inventé. Vous racontez notamment comment elles se sont inspirées de certains codes, par exemple des codes de la franc-maçonnerie. Alors, le modèle pur et parfait de la mafia, donc Cosa Nostra en Sicile, naît au XIXe sur les décombres du système féodal. Il y avait, comme dans tout le sud de l'Italie, dans tout le Mezzogiorno, des phénomènes de grand banditisme. Et à un moment donné, ces grands bandits ont eu sous les yeux un modèle, lui également pur et parfait. C'était le modèle de ce qu'ils appelaient à l'époque les sectes politiques, il y avait en particulier les fameux Carbonari, et le modèle des loges maçonniques qui, à l'époque, luttaient contre les Bourbons. C'était un modèle républicain. Et ces bandits ont donc vu ce modèle, qui est un modèle particulièrement résistant face à l'action de l'État. Ils se sont dit, adoptons ce modèle très résistant. Donc ils en ont adopté les rites initiatiques, le système normatif, et donc cette culture de l'invisibilité. Donc c'est un phénomène d'imitation. Mais au fil des décennies, et en particulier au XXe siècle, Cosa Nostra en Sicile, mais aussi la 'Ndrangheta en Calabre ou la Camorra, ont compris que l'infiltration, la pénétration des loges maçonniques était un outil fondamental pour entrer en contact de manière invisible, à nouveau, de manière discrète, avec le monde légal, le monde politique, administratif et économique. Alors, à l'inverse, vous disiez tout à l'heure, si je vous résume, corrigez-moi, mais quelque part, elles essayent de rester cachées. Vivons heureux, vivons cachés, pour reprendre une devise bien connue. Certaines familles dans la mafia, certaines familles dans ces organisations criminelles n'ont pas forcément respecté cette devise. Je pense par exemple aux Corléonais, une famille qui, dans les années 70 en Sicile, avait des ambitions démesurées. Ça s'est mal terminé pour eux. Ça s'est mal terminé. En effet, je raconte un certain nombre d'épisodes qui démontrent que lorsque ces mafias et ces mafieux ne respectent pas cette règle du silence et de l'invisibilité, eh bien, elles chutent immédiatement. C'est-à-dire que quand les mafieux ou certaines familles, comme vous le disiez, rentrent dans des périodes d'hubris, de folie des grandeurs, eh bien, elles attirent l'attention et ces périodes d'hubris voient tout de suite après une période de répression qui s'abat sur eux. On avait connu ça, alors vous citez les Corléonais qui, par folie des grandeurs, à partir des années 70-80, se lancent dans une logique terroriste, donc d'hyper-violence, d'hyper-visibilité, ce qui conduira à leur chute dans les années 90. Mais aux États-Unis, on a eu tout un tas d'épisodes assez connus, Al Capone, Sam Giancana, John Gotti, même des épisodes un peu moins connus que je raconte avec Joe Colombo. Donc en réalité, à chaque fois qu'elles sortent de cette règle, de cette loi d'airain, de l'invisibilité, il y a une sanction et elles chutent. A contrario, les familles criminelles les plus rusées, celles qui savent conserver cette éthique et cette éthos de l'invisibilité, peuvent fonctionner dans leurs activités criminelles pendant des décennies sans n'être jamais rattrapées par l'attention publique et la répression. Et ce sont des sociétés qui sont assez fascinantes, qui en même temps commettent des crimes, par ailleurs, qui exécutent des personnes. Mais je voudrais venir tout doucement sur la France. Cette semaine, notre collègue Augustin Meuriot revenait dans une enquête sur les menaces dont sont victimes les entrepreneurs en crypto-monnaie en France. Il reprenait notamment le témoignage de Sébastien Gouche-Pillou, séquestré par la mafia à l'époque. Il dit pourtant que c'est en France qu'il se sent le plus parano. Je reprends ces mots. Est-ce qu'on aurait une image erronée des mafias, entre guillemets, de leur mode d'action? Alors là encore, soyons précis sur les termes. Ce que j'appelle mafia, donc ce sont un certain nombre de sociétés secrètes issues du monde de la civilisation italienne. Donc en France, on a une petite présence depuis quelques décennies de la Camorra et de la 'Ndrangheta. On n'a pas de présence de la mafia italo-américaine ou de la mafia sicilienne.
En France, dans notre pays. En France. On commence à avoir une présence de la Camorra et de la 'Ndrangheta dans des logiques d'enracinement autour du blanchiment de l'argent et parfois du trafic de stupéfiants, etc. Bon. Dans les affaires de crypto-monnaie, autant que je le sache, on a affaire tout simplement à du banditisme dit de cité classique. Cela n'a rien à voir. Oui, vous expliquez qu'en le grand banditisme de notre pays, c'est plutôt le fait de bandes ou de gangs éphémères, plutôt que d'organisations criminelles aussi structurées que celle dont on est en train de parler. Exactement. Le monde criminel français n'a jamais généré de mafia au sens de société secrète criminelle. Ça ne fait pas partie de notre génie national. Bon, on a à peu près tout inventé dans l'histoire. On a d'autres choses, mais pas ça. Voilà, la France a à peu près tout inventé dans l'histoire, sauf ça. Bon, ce qui ne signifie pas que la situation criminelle n'est pas grave. On connaît depuis les années 80, et on s'en rend compte avec un demi-siècle de retard, tout simplement parce que la France, on pourra en reparler, est le grand pays du déni, sur à peu près tous les sujets, mais avec à peu près un demi-siècle de retard, nous commençons à nous rendre compte que nous subissons les effets de la mondialisation. Le crime organisé en France a subi une mutation profonde, comme d'ailleurs dans tous les autres pays à travers le monde. Vous revenez quand même dans quelques pages de votre livre sur cette idée, entre guillemets, de mafia corse. Alors vous démontrez qu'elle n'existe pas, mais enfin que cette règle du silence, elle peut aussi, à certains égards, s'appliquer sur l'île de Beauté. Bon, alors soyons très clairs. Les gangsters corses ont souvent suscité beaucoup d'admiration chez les mafieux siciliens ou italo-américains, parce que c'était un banditisme traditionnel très intelligent, très dur et très taiseux. Voilà, entre taiseux, ils savaient se reconnaître. Il y a encore, c'est une situation très particulière depuis le 19e siècle, c'est d'un grand banditisme omniprésent, qui fait régner son impérium sur le monde économique et politique. Et le phénomène s'est plutôt aggravé ces dernières décennies. Et là encore, on subit dans le débat public alors un réveil tardif, une prise de conscience tardive. Après des décennies de relativisation ou de déni, on est maintenant dans l'emphase sémantique. Vous voyez, c'est l'extrême inverse. Et aujourd'hui, tout le monde parle de mafia corse. Ça n'est pas vrai. On a affaire à des bandes éphémères. Ce qui ne signifie pas que ça n'est pas grave. La situation est d'une très grande gravité. Mais sociologiquement, nous n'avons pas affaire à des sociétés secrètes. La preuve en est, une des plus grandes bandes corse, c'était la fameuse bande dite de la Brise de Mer, qui était née dans le nord de l'île, autour d'un bar à Bastia. Cette bande a régné sur une grande partie de cette île, et très au-delà, un petit peu en Afrique et un petit peu auprès du pouvoir politique en France. Elle a régné pendant 20-25 ans. Elle s'est autodétruite de l'intérieur, elle n'a pas disparu réellement à cause de l'action de l'État, elle s'est autodétruite de l'intérieur et il n'y a pas eu vraiment de pérennité. D'autres bandes ont pris sa suite. Encore un mot, Jean-François Guéraud, sur la médiatisation des mafias. Vous disiez tout à l'heure, ce sont des organisations qui cherchent à rester cachées. Moins on parle d'elles, mieux elles se portent. Il y a eu ce fameux film de Francis Coppola, Le Parrain, qui a énormément popularisé forcément déjà le terme de mafia, leurs usages aussi. Est-ce que ça a été une bonne chose pour les mafias ou au contraire, justement, quelque chose qui leur a fait du tort? C'est une question centrale. Je reviens longuement sur la question, en effet, de la représentation fictionnelle et en particulier de la représentation cinématographique. On a vu apparaître à partir de la fin des années 60 aux États-Unis un nouveau genre de film, un nouveau style cinématographique, le film de mafia. Et donc là, il y a un immense paradoxe. Le paradoxe, c'est que ce genre cinématographique a fait sortir du silence les mafieux, la chose mafieuse. Auparavant, dans le cinéma américain, le terme même de mafia était interdit. On ne l'utilisait pas. Mais dans le même temps, cette hypervisibilité a créé un phénomène d'invisibilité, puisqu'en réalité, la représentation fictionnelle n'a rien à voir avec le réel criminel. Donc il reste quand même une part de mystère, mais que vous levez en partie dans votre livre, Jean-François Guéraud. Je vais le remontrer à l'écran, ça s'appelle « Les sociétés du silence », sous-titre « L'invisibilité du crime organisé ». C'est publié chez Fayard et c'est passionnant. Merci encore d'être venu nous en parler. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission. Vous pourrez nous retrouver demain, même heure, sur le canal 34 de la TNT toujours et sur toutes vos box. Bonne journée, à bientôt.